Et ça y est, le président Emmanuel Macron est arrivé en fin de matinée à Beyrouth, la capitale libanaise, vous le savez, ravagée par la double explosion intervenue mardi soir. Catastrophe qui a fait, selon le dernier bilan toujours provisoire, 137 morts et 5000 blessés selon les autorités libanaises. Ces explosions seraient liées à un stock de nitrate d'ammonium. Alors comment ce produit chimique a-t-il pu provoquer ces terribles détonations? On en parle avec nos invités. Vous réagissez au 0826 300 300 et également sur les réseaux sociaux. Trois invités, André Picot, toxicochimiste, ancien directeur de l'unité prévention des risques chimiques au CNRS. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Jean-Paul Chagnolot, le président de l'IREMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Bonjour à vous Jean-Paul. Bonjour. Et puis Jacques Mignard sera également avec nous, président de l'association AZF Mémoire et Solidarité. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors ce mardi, deux gigantesques explosions ont eu lieu à Beyrouth, au Liban, à l'intérieur de l'entrepôt d'où est partie la première détonation. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées d'après les autorités libanaises. Elles sont la cause des explosions. Alors faut restez prudent évidemment à ce stade, les circonstances sont encore floues. Une enquête est en cours, mais tout d'abord, on se tourne vers l'expert chimiste André Picot. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le nitrate d'ammonium ? Eh bien, le nitrate d'ammonium, c'est un sel, exactement la même chose que notre sel de cuisine, qui est du chlorure de sodium. Alors là, le chlorure est remplacé par du nitrate. Le nitrate, c'est un dérivé de l'acide nitrique, qui est donc un acide minéral qui contient de l'azote et de l'oxygène. Et de l'autre côté, ça dérive de l'ammoniac, qui, elle, contient de l'azote et de l'hydrogène. Et c'est la partie réductrice. Et donc, c'est une molécule idéale pour utiliser comme fertilisant dans de très nombreux végétaux qui ont besoin d'azote. Et on utilise ça, c'est le fameux ammonitrate, et qui était effectivement aussi en cause à ZF, à Toulouse. Alors André Picot, si j'ai bien compris, il y a différentes catégories de nitrate d'ammonium, mais le nitrate, c'est du nitrate d'ammonium agricole qui, a priori, aurait été présent dans l'entrepôt de Beyrouth. Ce nitrate d'ammonium agricole peut-il provoquer des explosions ? Mais écoutez, déjà il faut voir que ce nitrate d'ammonium, qui est normalement une molécule stable, peu toxique, stable, elle ne réagit ni à l'humidité ni à l'oxygène. Par contre, elle est quand même sensible à la chaleur. Eh bien, lorsqu'on la fabrique, une fois qu'on va ce qu'on appelle faire la formuler, c'est-à-dire lui désigner des emplois, elle a deux types d'emplois. Soit c'est comme à Beyrouth, donc du nitrate d'ammonium agricole, donc qui est stable, etc., qu'on peut stocker, les agriculteurs les stockent le long de leurs champs, vous voyez, à la pluie, au soleil, aux petites bêtes, donc pas de problème. Et puis vous avez une deuxième variété qui est là, lorsqu'on fait la formulation, on le rend poreux, comme une éponge, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, cette éponge est capable de capter, par exemple, des produits carburants, comme par exemple des fuels, de l'essence, etc. Et à ce moment-là, si vous utilisez un détonateur pour déclencher l'explosion, eh bien, c'est un produit explosif qui va en fait être utilisé soit dans le civil, dans les mines, etc., soit bien entendu par les militaires. Alors tout le problème, pour répondre à votre question, c'est quelle est, et ça on ne le sait pas, la pureté de ce nitrate d'ammonium dit agricole dans les sacs, parce que on sait très bien que selon la fabrication, selon le pays où c'est fabriqué, c'est plus ou moins, on va dire, sérieux, entre parenthèses, et il peut être contaminé par du nitrate d'ammonium explosif. Et là, bien entendu, ça peut servir d'amorce. Alors on sait que les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans l'entrepôt depuis 6 ans. Est-ce qu'il a pu mal vieillir ? Est-ce que les conditions de stockage ont pu se dégrader et aboutir à ces explosions ? Non, normalement, chimiquement, si c'est vraiment du nitrate agricole, non. La seule chose qui peut arriver, et qu'on a vu peut-être à AZF, c'est qu'il peut y avoir des fuites, il y a du fuel qui peut passer en dessous. Il a été dit de façon totalement aberrante que ça avait pu être
soumis à des attaques microbiennes à AZF, c'est totalement faux, c'est vraiment de la pure fiction, comme toutes les théories qui ont été émises officiellement sur AZF. Vraiment, il faut être chimiste de bas niveau pour gober tout ce qu'ils ont raconté, hein. Excusez-moi, mais là, c'est quand même gros. Donc non, moi je pense que par contre, ce qui peut se passer, c'est que dans ces locaux, et on a vu ça tout récemment à Lubrizol, vous pouvez avoir des systèmes électriques complètement défaillants, vous pouvez avoir des tas de possibilités, des produits chimiques explosifs qui sont stockés à côté. On a raconté que pas loin, il y avait un dépôt de feux d'artifice. Bon, là aussi, permettez-moi quand même de sourire, parce qu'avec le Hezbollah et puis toutes les armes qui arrivent par la mer, faire un défaut de feu d'artifice, c'est quand même un petit peu gros. Mais bon, il faut bien tout admettre. En tout cas, André Picot, on a vu de la fumée rousse qui se dégageait au moment de l'explosion. Est-ce que ça confirme que c'est bien du nitrate d'ammonium qui était stocké dans cet entrepôt ? Ça confirme que c'est un produit azoté du type nitrate. Oui, ça, c'est ce qu'on a vu à Toulouse. Il se forme donc ce qu'on appelle des oxydes d'azote, dont certains sont colorés en orange, donc c'est assez caractéristique. Et puis, il se dégage aussi, bien sûr, la partie ammoniac. Et il dégage tous ces produits sont des produits très irritants. Justement, est-ce que cette fumée est toxique pour la population ? Ce sont des irritants. C'est toujours pareil, vous savez, si vous en respirez pendant, je ne sais pas moi, quelques minutes, ça va pas être grave du tout, notre organisme va s'en débarrasser. Si vous respirez ça de façon constante, là vous pouvez avoir, par exemple, avec les nitrates, ça peut se combiner avec des molécules qu'on a dans l'organisme, qu'on appelle des amines primaires, et donner une variété de produits très très cancérogènes, qu'on appelle les nitrosamines et qui seraient responsables, entre autres, de cancer de l'estomac. André Picot, est-ce qu'on peut comparer cette catastrophe de Beyrouth à d'autres incidents ayant impliqué du nitrate d'ammonium ? On pense évidemment à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, c'était en 2001. Et je crois d'ailleurs que vous avez été engagé dans cette affaire AZF. Oui, notre association, vous savez, c'est une association totalement indépendante, qui est là surtout pour faire de la formation et de l'information. Et donc, chaque fois qu'il se passe effectivement un accident chimique qui peut être toxique ou simplement lié à la réactivité du produit chimique, eh bien, c'est vrai qu'on nous sollicite et nous sommes là pour ça. Et nous avions fait à l'époque des fiches sur ce produit. On espère que ça a pu être utile, ne serait-ce qu'au procès. Mais bon. Alors justement, Jacques Mignard est avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association AZF Mémoire et Solidarité, association de victimes donc de la catastrophe AZF. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander ce que vous avez ressenti mardi soir quand vous avez vu ces images de ces terribles explosions à Beyrouth. Oui, mais je pense que de nombreux sinistrés d'AZF, à la vue des images, nous avons retrouvé en mémoire un certain nombre de douloureux souvenirs. La double explosion que si longtemps les experts ou pseudo-experts ont contesté, mais également la couleur que M. Picot vient d'évoquer, à savoir ces couleurs d'NOx, d'une couleur bien particulière. Ce que je peux ajouter en plus, c'est que on parle souvent d'une explosion de 2750 tonnes d'ammonitrate. Bon, il est vraisemblable que ce n'est pas la totalité du tas qui aurait détonné, puisqu'à Toulouse, il n'y en avait que moins de 300. Ouais, 300 tonnes, c'est ça ? Moins de 300 tonnes, oui, on était tout à fait dans le cadre de la réglementation. Et une grande partie, j'ai pu le constater personnellement, a été dispersée autour du lieu de l'explosion,
au point que, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, on avait sous les yeux un paysage lunaire dans lequel on pouvait s'enfoncer pratiquement jusqu'aux genoux, dans la poussière qui avait été dispersée. Voilà, en gros, moi, je sais pas. Alors, j'imagine qu'à l'extérieur, de la même façon qu'à l'extérieur de l'usine, les gens ont été traumatisés, et on peut le comprendre par ce qui se passait. Bon, les salariés, certainement, les anciens salariés ont ressenti la même impression désagréable quand ils ont vu des images des quartiers déversés et de l'aire de stockage complètement détruite. La catastrophe d'AZF à Toulouse, c'était, je le rappelle, le 21 septembre 2001. Elle avait fait 31 morts et 2500 blessés. Jacques Mignard, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de colère quand vous voyez que de pareils incidents comme Beyrouth peuvent se reproduire près de 20 ans maintenant après ce qui s'est passé à Toulouse? Mais j'ai aucune compétence, moi, pour juger la façon dont le produit était stocké à Beyrouth. J'imagine que c'est dans des conditions sensiblement différentes de celles que l'on connaît en France, où la réglementation est infiniment plus stricte. La colère, moi, je dois avouer que j'ai été un peu surpris de voir certaines... C'est un peu des propos de taper du commerce que de parler que de colère. Moi, ce n'est pas la colère. La seule colère qui reste pour les anciens sinistrés, les anciens salariés, c'est qu'on ne nous a jamais expliqué les origines de l'explosion. Et ça, la justice est assise dessus dans un jugement complètement incompréhensible. Et donc, par conséquent, au-delà de tout ce que nous avons pu vivre il y a une vingtaine d'années, c'est cette insatisfaction devant le manque d'explication. Jacques Mignard, je vous interromps car on a une liaison qui est pas très bonne. Je voudrais qu'on continue à parler de cette catastrophe qui a touché Beyrouth et qui a été, vous le savez, abondamment filmée et relayée sur les réseaux sociaux. Et elle a charrié son lot de rumeurs, d'informations approximatives, voire même complètement loufoques. Les deux les plus relayées sont certainement l'hypothèse d'un raid israélien, celle aussi de l'explosion d'une bombe atomique. Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Est-ce que ces thèses-là ont quelque chose de crédible à vos yeux pour le chercheur, le spécialiste de la région que vous êtes? C'est tout simplement absurde. Ce sont des fadaises colportées par des réseaux sociaux qui se transforment là en médiocres ragots qui n'ont aucun sens. L'hypothèse atomique est complètement hors de propos, évidemment, et puis l'autre, l'attaque contre port par Israël, n'a pas de sens non plus. Tout ça, vraiment, ça ne mérite même pas qu'on en discute plus de 3 minutes. Est-ce que c'est peut-être le caractère, les multiples crises qui sont traversées par le Liban qui peuvent favoriser ce genre d'interprétation un peu douteuse? Oui, mais elles sont plus que douteuses, elles sont absurdes, là, parce que tout le monde, très vite, en tout cas en l'état actuel des informations, on ne sait jamais, il peut y avoir des retournements invraisemblables, mais enfin, tout le monde a immédiatement repéré les raisons de cette tragique explosion. Donc tout le reste, c'est vraiment des fadaises, auxquelles il faut attacher aucun prix, vraiment aucun prix. Jean-Paul Chagnolot, a priori les conditions de stockage de ce nitrate d'ammonium en plein poumon économique du Liban à Beyrouth, ces conditions-là de stockage, est-ce qu'elles peuvent symboliser à vos yeux l'état de déliquescence du Liban? Je crois que ça, oui, ça c'est la vraie question. Et si j'étais un peu cynique, je dirais que le gouvernement, s'il y avait eu la moindre piste sérieuse d'un attentat, serait finalement quelque part dédouaner l'incurie du gouvernement et de l'État libanais. Or, justement, on n'a pas évoqué ça au niveau du gouvernement, parce que les réalités étaient complètement ailleurs, comme on vient d'évoquer. Donc, effectivement, ce qui est vrai, c'est que pour moi, le Liban, depuis longtemps, c'est une société sans État. Et donc, en fait, l'État est incapable de prendre en charge quoi que ce soit. Alors, je ne parle même pas de la défense des frontières, ça, il en est incapable. Il n'a pas le monopole de la violence physique légitime. Il y a des milices très puissantes, à commencer, bien entendu, par le Hezbollah. Et puis, une raison très prosaïque, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a encore pas si longtemps, il y a quelques années, il y a eu de grandes manifestations, une crise politique très
est très profonde parce qu'on ne ramassait pas les ordures à Beyrouth. Je veux dire qu'on en est à ce niveau-là, quoi. Et quand vous êtes à Beyrouth, il n'y a pas de transport public. Donc on est vraiment dans une incurie complète qui est liée à cette absence d'un véritable État. Il y a bien une administration, mais elle est totalement impuissante. Et on retrouve les fondamentaux de la crise du Liban depuis très longtemps, c'est-à-dire un système fondé sur le communautarisme, où finalement une classe politique très fragmentée, en même temps très complémentaire quelque part, dans chacun dans ses intérêts, chacun gardant la maîtrise de sa communauté. Et par conséquent, dans ces conditions, l'intérêt général est totalement exclu. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, qu'on peut effectivement, qu'il faut même replacer cette tragédie, parce que c'est complètement impensable que depuis des années, un tel danger, qui par ailleurs a été signalé à tel ou tel moment, on a eu ces échos là, dans ces dernières 48 heures, qui ont montré et prouvé qu'il y avait eu des signalements, qu'il ne fallait pas conserver ce stock en plein cœur de ce que vous avez très justement appelé le poumon économique du Liban, qui est le port. Donc il fallait absolument agir. Or, l'administration n'a rien fait, et du coup, tout le monde va sans doute se renvoyer la responsabilité, mais je pense que c'est en fait au-delà de tel ou tel, c'est vraiment la responsabilité d'un système, qui est donc l'absence d'un État véritable. Alors justement, André Picot, Jean-Paul Chaniolot nous dit c'est la responsabilité d'un système. En France, il y a encore, on imagine, des stocks de nitrate d'ammonium. Est-ce qu'on a pris les leçons de la catastrophe d'AZF qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que pareilles catastrophes peuvent se reproduire aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on progresse. Ça a été vrai pour AZF, c'est vrai pour Lubrizol, c'est toujours vrai. Et c'est vrai, sauf au Liban. Alors, au Liban, mais c'est l'anarchie au Liban. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois au Liban, autrefois, quand c'était une zone relativement calme. Quand on voit la plaine de la Bekaa, par exemple, c'est magnifique. À l'époque, il y avait des arbres partout, etc. Maintenant, paraît-il que ce n'est plus que des plantations de cannabis. Bon, chacun son choix, quoi. 80% de l'alimentation du Liban, maintenant, vient de l'étranger. Alors bon, ça permet... En passant par le port. Comment ? En passant par le port, ce qui va poser des problèmes. En passant par le port, voilà. Oui. Alors, tout passe par le port. Vous parlez des armements qui arrivent de Syrie. C'est évidemment une infrastructure stratégique. Merci infiniment, André Picot, toxico-chimiste, ancien directeur de l'unité prévention des risques chimiques au CNRS. Merci aussi à Jean-Paul Chaniolot, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Et puis merci aussi à Jacques Minière, président de l'association AZF Mémoire et Solidarité. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On revient dans un instant pour se demander comment porter son masque pendant les fortes chaleurs. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir évidemment à l'actualité de ce jeudi. À tout de suite.